Donc aujourd'hui, on traite de quelques points essentiels de l'école Palo Alto. On reviendra un petit peu sur des éléments d'une unité sacrée de Gregory Bateson, quelques pas de plus vers une écologie de l'esprit. On prendra aussi quelques éléments dans Václavík des cheveux du baron de Mauthausen. Et puis le livre de Václavík également et de Wickland sur l'interaction qui renvoie à différents, qui est un collectif en fait, pour définir des points essentiels de cette approche thérapeutique qui a été faite au Mental Research Institute, MRI, dès les années 50 et plus spécifiquement à la création, c'est-à-dire en 1958-59. Et on verra aussi ensuite quelques articles, un de Grégory Lambrette qui avait été fait en 2012 dans le journal des psychologues, article qui s'intitule « Travailler avec les émotions ». Donc là, on reviendra sur théorie cybernétique, sur les questions de feedback négatif, positif, et comment les émotions sont utilisées comme un levier de changement, alors qu'ils sont généralement précisément les freins de notre action. Et puis également un autre texte de Hendrick, Hendrick, mais de toute façon les références seront ensuite en ligne, qui est plutôt sur ce qu'on appelle les thérapies brèves systémiques intégrées, et qui souvent, pas que, parce que souvent c'est une synthèse de quantité de théories psychanalytiques et psychothérapiques, mais notamment, quand même, ça renvoie à ce modèle TBSI à différents paramètres que l'on trouve également dans l'école de Palo Alto. Donc on reviendra avec cet article-ci sur ces différents critères. Et puis un dernier également de Benoît Denis et de Frédéric Pérez-Benoît, pareil, toujours sur l'intervention systémique brève, et c'était celui-ci dans la Revue internationale de psychosociologie en 2006, et ça nous permettra là aussi, donc une séance un peu panoramique pour tout simplement expliquer les fondamentaux en tout cas quelques fondamentaux de cette théorie. Alors, cette théorie est notamment donc Bateson, Jackson également, Václavík, pour nommer les plus connus, ont fondé ce Mental Research Institute dans les années 1958, et le premier objet clinique pour mettre en place cet institut, c'est les familles. Donc c'est comment mettre en place une psychothérapie qui serait menée conjointement avec les familles, et les familles au sens où d'abord ils sont tous là, mais ils participent assez grandement, ils sont invités à participer, et tout l'enjeu qu'on retrouve également bien sûr chez Ronald Lang sur ses études sur la famille, et comment il pouvait lui aussi considérer le nœud familial comme un univers où se déploie une thérapie. Ben là c'est pareil, c'est-à-dire que l'enjeu de la méthode de Palo Alto, c'est de laisser de côté les méthodes classiques de traitement monadique, qui considèrent que l'individu est une monade, donc les traitements monadiques et les traitements intrapsychiques, pour une nouvelle méthode de traitement
et d'ailleurs également une toute nouvelle manière de conceptualiser, nous explique Jackson et puis Václavík dans cette courte introduction que vous trouvez sur l'interaction. C'est une manière de conceptualiser tout à fait autrement les problèmes humains. Et c'est important parce que alors là pour le coup, dans l'école de Palo Alto, il y a une définition particulière de qu'est-ce que c'est qu'un problème. Donc on y reviendra. Puisque quasiment de la manière dont on voit le problème, bien évidemment, on va en tirer une solution. Et en l'occurrence chez Palo Alto, c'est d'identifier le fait que très souvent on solutionne de telle façon que le problème non seulement persiste, mais le problème se renforce. Et qu'est-ce qui fait qu'on solutionne ainsi ? C'est ce qu'on appelle la tentative de solution. Et que cette tentative de solution, bien évidemment, est désastreuse. Donc l'enjeu notamment de la thérapie, c'est de comprendre, bien évidemment, pourquoi ces mécanismes de solution inappropriés et pourquoi cette systémique et le fait de toujours, c'est toujours donner plus, c'est-à-dire refaire la même chose qui va bien évidemment renforcer le dysfonctionnement. Alors la théorie psychiatrique rappelle, et c'est important pour les théoriciens de Palo Alto, considère à juste titre que toute théorie psychiatrique, elle fait en fait partie intégrante de l'épistémologie de l'époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une théorie qui renvoie à un contexte historico-épistémologique spécifique. Et que donc, bien évidemment, les choses se transforment au fil du temps. La psychanalyse, par exemple, explique Václavík, est une théorie. Tout d'abord, la psychanalyse, sous-entendue notamment freudienne, bien sûr, est une théorie fondée sur la première loi de la thermodynamique et qui place donc, cette théorie psychanalytique freudienne, qui place essentiellement l'accent sur les phénomènes de conservation et de transformation de l'énergie. Ça qui est un des objets, et c'est d'ailleurs calqué, si j'ose dire, sur la physique de l'époque. Et puis, par exemple, dit-il, on a souvent émis l'idée que la psychodynamique est fondée sur le modèle essentiellement hydraulique d'un fluide doté d'une certaine viscosité, ouvrez la parenthèse, la libido. Bon, donc voilà comment on voit les choses à ce moment-là, et par effet d'analogie, on crée, voilà. Et de fait, quel est le concept de causalité qui se trouve à la base de ce modèle? C'est essentiellement, et ça va être un des premiers éléments de remise en cause essentielle de l'école de Palo Alto, on quitte le domaine de la chaîne causale classique linéaire, qui était le concept de causalité qui se trouve à la base du modèle est d'une nécessité toute linéaire, unidirectionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'événement A, la cause, va affecter un événement B qui devient son effet, et que donc d'une certaine manière on peut tracer de manière linéaire la causalité. Et bien évidemment, et puis ainsi de suite, et puis B va affecter C, et puis enfin bref, une série de dominos classiques. Et bien évidemment, quand on relie ça à la théorie psychanalytique freudienne, donc le passé va affecter le présent et l'avenir. D'ailleurs, dans toute séquence de cure freudienne, la question de l'origine, la question de la genèse est tout à fait prioritaire dans le soin. Là, bien évidemment, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas un cadre de référence où toute explication s'oriente nécessairement en fonction du passé. La compréhension du passé n'est pas la condition préalable à tout changement dans le présent.
pas du tout. C'est une épistémologie très 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 différente qui est posée ici, c'est-à-dire on laisse le concept d'énergie, on laisse la représentation linéaire causale et on va vers un concept d'information. Donc c'est le concept d'information qui remplace le concept d'énergie. Et c'est pour ça notamment qu'on fait référence à la théorie cybernétique, puisque c'est donc le concept d'information. Et alors, précisément, on s'intéresse à ce moment-là, non pas à la première loi de la thermodynamique, qui est plutôt celle de l'entropie, mais plutôt à la deuxième loi de de la thermodynamique, qui est la négantropie, c'est-à-dire ce qui vient, au contraire, canaliser, corriger et créer de l'ordre là où il peut y avoir un chaos. On pourrait même dire que de toute façon la négantropie a quelque chose de produire une certaine forme de résilience. Bon. Et alors, à ce moment-là, les principes sont d'ordre cybernétique, la causalité est d'ordre et de nature circulaire, elle est rétroactive, elle est systémique au sens où non pas machinale mais écosystémique, plutôt dans ce sens-là. Et bien évidemment, elle a comme élément central l'information. Et bien évidemment, si elle a pour élément central l'information, alors là, tous les processus de communication sont au cœur de la chose, du réacteur. Et pour tout d'un coup saisir, si j'ose dire, la manière dont fonctionnent les systèmes humains, les familles, les grandes organisations, voire même les relations internationales, etc., sous-entendu pour saisir les troubles mentaux de tous ces univers, on va aller chercher quoi ? Les troubles de la communication. C'est par là qu'on va attraper le système final, et non pas par le fait de considérer que le trouble mental est associé à un individu monadique, et puis de toute façon ça renvoie aussi à des questions de psychodynamique directement, et pas de psychopathologie simple. Alors bien évidemment, l'enjeu pour tout thérapeute ensuite ou analyste, on le sait bien, c'est de faire une sorte de synthèse de l'intrapsychique, donc de tout ce qui peut renvoyer effectivement d'une certaine manière à l'intérieur d'un individu, et puis de l'intrapersonnel, du relationnel, de tout ce qui se joue avec les autres individus. Mais là, vous avez une théorie, une thérapie qui, de fait, axe plutôt méthodologiquement son travail sur un horizontal, d'une certaine manière. Puisque là, pour le coup, ce qui importe, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qui interagit ? Là, tout de suite. Et comment je travaille sur cette interaction et sur la perception de ces interactions. Parce que bien évidemment, dans l'information, non seulement la question de la réception, mais c'est plus la question quasiment de la réception qui compte que du contenu lui-même, vous le savez bien, puisque le problème c'est qu'on émet une information, il n'est pas du tout sûr que c'est l'information qui arrive dans la tête de l'autre est la même. Bon. Et donc c'est là-dessus qu'on va bien évidemment travailler, sur la perception aussi de cela. Et le fait de bien saisir qu'il y a une différenciation forte entre la perception de la réalité et la réalité. Et c'est aussi un autre ouvrage de Václavic. Donc, le changement ne dépend pas d'une investigation suffisamment approfondie, dit-il, de la compréhension des causes dans le passé, mais en revanche, dans le cadre de la cybernétique, une transformation, puisque c'est ça quand même l'enjeu aussi, une transformation ne se définit ni par rapport à ce qui est vraiment, ni par rapport à aucune cause physique du changement. La transformation porte sur ce qui arrive et non sur son pourquoi.
Et ce qui fera dire à d'autres qu'on considère les individus quasiment comme des boîtes noires et on s'intéresse simplement à savoir qu'est-ce qui se passe, comment. Et l'expression que Václavic utilise pour le dire de façon très simple, c'est savoir où l'on en est avec. Où est-ce que j'en suis? C'est très classique. Où est-ce que j'en suis avec toi? Où est-ce que nous en sommes? Bon, c'est une question très souvent qui revient. Alors, là, il donne dans cette introduction sur l'interaction un exemple classique, conjugal, pour expliquer précisément comment s'enclenche une interaction du type, j'ouvre les guillemets, plus de la même chose. C'est-à-dire, rapidement, les théoriciens de Palo Alto font une différenciation entre deux types de mouvements, le faux mouvement, interaction de type 1, et le vrai changement, interaction de type 2. Ce qui est donné sur le premier mouvement, qui est un faux mouvement, en fait, c'est l'exemple qui est donné, c'est dans la réalité de la réalité de Václavic. L'exemple qui est donné, c'est tout simplement, vous êtes en train de rêver, vous faites un rêve. Alors imaginez, c'est un rêve, c'est un cauchemar, etc. Vous fuyez devant une cohorte d'élèves en transe qui veulent votre peau, par exemple. Prenons un exemple totalement neutre et anodin. Et puis, bien évidemment, vous vous échappez dans les couloirs de l'université, ou vous cachez, voilà, et puis vous échappez à, à ces monstres. Très bien. Là, nous sommes dans toujours plus de la même chose. C'est-à-dire qu'il court après vous, vous fuyez. Bon, voilà, il court après vous, vous fuyez, etc., etc. Très bien. Vrai changement, alors là, bien évidemment, c'est facile, puisque c'est un rêve. Je me réveille. Je me réveille et de fait, ça s'arrête. La perception est changée. Alors c'est un exemple très simple puisqu'il s'agit de passer du rêve à la réalité. Le problème, bien évidemment, c'est que nous sommes tout le temps dans la réalité et nous ne savons pas où nous pratiquons le faux mouvement, c'est-à-dire toujours plus de la même chose. J'ai un même problème et je refais toujours la même tentative de solution et qui renforce le problème au lieu de le régler. C'est ça, en règle générale, souvent on consulte, comme on dit, à cause de ça. On consulte parce qu'on a identifié, bien évidemment, une structure de répétition de dysfonctionnement. Avec un problème, on y reviendra, qui arrive, qui est identifié d'abord comme un problème et puis après qui est vraiment identifié comme la pire des choses, puisqu'on sait qu'on va rentrer dans un cycle de dysfonctionnement comportemental et qui fait que tout est renforcé dans son caractère négatif. Bon. Donc voilà, et puis en revanche, comment, à l'intérieur de nos vies, je crée une rupture paradigmatique? Comment je change de cadre de référence? Comment ma perception va à ce point changer que je produis une action qui est une vraie solution. Attention, il ne s'agit pas d'une perception qui ne produirait pas une action. Je sais pas, on est dans un système de maltraitance terrible, et puis tiens, on change notre perception, c'est magnifique, il m'aime, c'est merveilleux, c'est fantastique, ou elle m'aime, et non, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est précisément d'identifier un dysfonctionnement et puis, bien évidemment, de travailler à une libération, à une émancipation de l'être et à un sentiment agent chez l'être, et donc à une transformation. Et d'où l'expression, maintenant que vous comprenez sans doute davantage, pour ceux qui en tout cas n'avaient pas travaillé jusqu'à présent avec l'école de Palo Alto, c'est-à-dire pourquoi c'est le baron de Munchausen qui est choisi, précisément parce que, je lis la petite, la fable, tout simplement, qui est réinscrite dans l'ouvrage à laquelle fait référence Paul Václavic, et qui est une traduction, en l'occurrence, je crois, de Théophile Gautier. Alors voilà.
Une autre fois, je cite, donc c'est le baron de Munchausen, une autre fois, je voulus sauter une mare. Et lorsque je me trouvais au milieu, je m'aperçus qu'elle était plus grande que je ne me l'étais figuré d'abord. Je tournai aussitôt, bride au milieu de mon élan, et je revins sur le bord que je venais de quitter pour reprendre plus de champ. Cette fois encore, je m'y pris mal. Interaction type 1. Et tombé dans la mare jusqu'au cou. Bon. J'aurais péri infailliblement si... Donc là, vous connaissez tous, j'ai fermé la page pour le coup, parce que j'allais faire bien évidemment le geste. Si, par la force de mon propre bras, je ne m'étais enlevé par ma propre queue, moi et mon cheval, que je serrais fortement entre les genoux. Bon. Donc, il se sort, de la situation, et de la mare, en l'occurrence, de la nasse, par le fait de tirer sur ses propres cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Bien évidemment, ça sera théorisé à un autre endroit par le choix spécifique de la solution bizarre. Le terme est de Palo Alto, pas de moi. Ou, encore une fois, le virage à 180 degrés. C'est-à-dire cette idée, soudainement, que c'est précisément la solution éventuellement la plus étonnante, la plus inappropriée dans le cadre ancien référentiel, la plus improbable d'une certaine manière, qui peut nous sortir de là. Et puis bien évidemment, qui est le fait de quelque chose, Kant dirait de transcendantal, pas de transcendant, mais de transcendantal, c'est-à-dire qui vient bien évidemment du sujet, où le sujet prend la main intégralement sur la définition du cadre dans lequel il est, et ne sublit plus la définition simplement extérieure du cadre. Donc à partir de ce moment-là, oui, il peut s'extirper lui-même de cela. Bon, on y reviendra. Alors, donc, ce qui arrive vraiment, je reviens sur nos histoires conjugales. Alors, la femme, alors qu'est-ce que c'est un cas classique? La femme ne reçoit pas de son mari assez d'informations pour savoir où elle en est avec lui. Quels sont ses sentiments, ce qu'il pense d'elle, de leur vie commune, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'obtenir cette information, ce qui est normal, une tentative de solution. Donc elle essaye d'obtenir cette information en lui posant des questions appropriées, en surveillant son comportement, en cherchant des indices supplémentaires, etc. Bon, lui trouvera son manège, puisque lui, il est dans un autre type d'interaction, trouvera son manège excessivement indiscret, fâcheux. Voilà. Notons, dit-il, que jusque-là, il n'y a rien de pathologique. À aucun égard dans leur relation. Ils agissent simplement en fonction d'idées différentes sur ce que devrait être leur degré d'intimité et de compréhension mutuelle. Donc, la pathologie n'est pas du tout liée, bien évidemment, à leur état. Le problème n'est pas chez lui, le problème n'est pas chez elle. Le problème est qu'est-ce qu'ils fabriquent dans leur interaction ensemble. Et bien évidemment, on connaît, quand on les a en clinique, on se renvoie la balle, bien sûr, sur « Ah, mais tu es ceci, tu es cela, etc. » Et donc, là, l'enjeu, c'est que non. Il faut comprendre que les idées de l'un ou de l'autre ne sont pas fausses en soi, mais qu'en revanche, ils ont une interaction qui est vouée, dit-il, à l'escalade, c'est-à-dire à une interaction du type plus de la même chose, laquelle consiste à chercher une solution en redoublant d'efforts, alors même que ce sont justement ces efforts qui rendent impossible la solution. Donc, là, comment fait-on? Alors d'abord, continuons d'identifier comment ça se passe.
Alors j'avais dit tout à l'heure, donc ça c'est dans le texte enfin l'article plutôt, de Grégory Lambret, les techniques, l'approche interactionnelle et stratégique qui est proposée par l'école de Palo Alto, notamment pour essayer de montrer comment les émotions participent directement de la rationalité humaine et participent aussi de ce qu'est l'écologie de l'esprit. C'est le terme qui est notamment utilisé chez Bateson. On y reviendra sur qu'est-ce qu'il entend par écologie de l'esprit. Alors, Lambret, qui est, à mon avis, visiblement, sans doute un psychologue clinicien qui, bien évidemment, doit faire ce type de thérapie, Lambret rappelle que les émotions, bien sûr, sont une composante essentielle des interactions et que ces émotions, nous les entretenons avec nous-mêmes, avec le monde, et généralement, elles sont déclenchées principalement par nos croyances et déclenchées, renforcées, consolidées par nos croyances et par notre perception de la réalité. Et ces émotions, bien évidemment, elles viennent influer, elles accompagnent nos agissements, elles viennent favoriser certains apprentissages, elles viennent au contraire freiner d'autres choses. En tout cas, il y a un déterminisme émotionnel, elles viennent déterminer nos actions. Et ce qui est posé, bien évidemment, par les théoriciens de Palo Alto, c'est que ignorer ces émotions, c'est se couper, bien évidemment, de tout ce qui, non seulement participe à la rationalité humaine, mais surtout de tout ce qui fait partie du problème. Qu'est-ce qu'un problème ? Un problème, selon la thérapie interactionnelle, c'est d'abord de poser qu'un problème est une difficulté normale de la vie. Sauf que, et c'est là où le pathologique va rentrer en ligne de compte, un problème, en fait, devient un problème précisément quand ce n'est pas simplement une difficulté normale de la vie, mais qu'elle est identifiée comme récurrente. Donc c'est un problème parce que c'est une difficulté peut-être normale, mais qui revient continuellement. Donc c'est un problème. Le problème est maintenu par les solutions tentées pour le résoudre. Et donc, comment dire, à ce moment-là, quel est le travail du thérapeute ? Je l'ai dit, c'est d'empêcher la personne de répéter les comportements mis en place pour résoudre intentionnellement le dit problème, afin que celui-ci soit enrayé ou tout simplement que celui-ci redevienne une simple difficulté de la vie, c'est-à-dire qu'il ne soit plus identifié comme problème. Donc, on va d'abord, identifier le problème. Deuxième chose qui est à identifier pour le thérapeute, c'est ce qu'il appelle la tentative de solution. Alors ça se fait par des choses très simples, c'est-à-dire qu'on demande tout simplement à celui qui vient, à celui qui est là, au patient. Souvent, les théoriciens de Palo Alto disent le client, mais le client n'est pas toujours le patient. Parce que le client, ça peut être aussi celui par qui le changement va arriver plus facilement et qui éventuellement n'est pas là, mais qui est identifié dans le système de l'interaction. Alors parfois, il peut venir, parce que ça peut être des thérapies avec plusieurs personnes, mais parfois non. Et c'est peut-être pas toujours nécessaire qu'il soit là, dans ce particulier comme donné. Mais bon, mais en tout cas, la question c'est quelle est la tentative de solution ? De décrire cette tentative-là. Qu'est-ce que vous faites ?
Très important aussi, c'est de décrire d'abord tout ce qui est fait pour tenter de solutionner le problème. Pas d'aller dans l'interprétation, de décrire ce qui est fait. Donc d'aller vers la description et non pas l'interprétation. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est de montrer comment on va souligner l'inefficace de cet agissement. Et à ce moment-là, comment on va mettre en place ce qu'on appelle le thème thérapeutique, sur lequel on va travailler pour précisément faire en sorte de proposer totalement autre chose que cette tentative de solution, ce qu'on appelle parfois le virage à 180 degrés. Alors, par exemple, je donne un exemple, qui est donné d'ailleurs par un cas dans le texte de Lambrette. Donc, on cherche le thérapeute avec, le travail du thérapeute et précisément de trouver ce qui est pensé par le patient comme tentative de solution. La tentative de solution, encore une fois, c'est tout ce qui va mettre en place des feedbacks positifs, ça c'est le terme, il ne faut pas se tromper, de feedback positif au sens où précisément ces feedbacks empêchent d'une certaine manière le problème de se solutionner. Et donc, on identifie ce thème des tentatives de solution et à partir de ce moment-là, en face, on délivre le thème thérapeutique qui est, encore une fois, ce virage à 180 degrés. Alors là, c'est un exemple sur une question d'alcoolisme. Bon, attention, c'est un des points. C'est absolument pas, bien évidemment, ça qui empêche quelqu'un de boire ou d'arrêter de boire. Mais ça montre dans quel type de philosophie on travaille. Bon, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un système où le problème, on vit par exemple avec quelqu'un qui boit. Bon, imaginons, un conjoint boit, l'autre conjoint lui dit quoi ? Arrête de boire. Tentative de solution. Tentative de solution plus sophistiquée, cache les bouteilles, les casse, enfin bref, prend la carte, toute une série de choses. Fait éventuellement, quand elle est de bonne humeur, cette personne, diversion pour que la personne pense à autre chose, tentative de solution, etc., etc. Ne le laisse pas seul parce que s'il y a un accès mélancolique, il peut y avoir, etc., etc. Bon, donc cette personne fait tout pour que précisément la personne arrête de boire. Et puis bien évidemment, elle n'arrête pas de boire. Alors à ce moment-là, ils vont chez le thérapeute. Et qu'est-ce que dit le thérapeute ? Bien sûr, il ne dit pas bois, mais quasiment. Tu es libre de continuer à boire si tu le veux. Voilà la solution, le virage à 180 degrés. C'est-à-dire qui, dans un premier temps, semble assez inopérant, mais qui répond précisément, méthodologiquement, au fait d'inverser la solution dont on a déjà vu qu'elle était inopérante, bien sûr. Et donc, on prend totalement un autre chemin, délibérément. On propose en fait un cadre d'expérience autre. Tu es libre de continuer à boire si tu le veux. On change là. Alors, bien évidemment, le thérapeute est le premier à dire « je suis bien conscient que ça ne va pas tout changer ». Mais déjà, si je peux enlever tout le territoire d'interdiction, tout ce qui vient, au contraire, renforcer le piège, tout ça, déjà, c'est... Voilà, si je peux calmer là-dessus, on pourra peut-être traiter du problème avec l'assentiment du patient de façon plus opérationnelle. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait,
il n'y a pas de solution a priori. Ça, je pense que c'est ça la chose la plus importante. C'est que, pourquoi nous identifions des problèmes? Parce que nous identifions aussi de façon très fermée, un, ce qui est un problème, deux, nous identifions de façon très fermée, tiens, c'est ça la solution. Et en fait, on se trompe sur les deux. C'est ça que ça dit. Ça dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'une solution? On a défini qu'est-ce qu'un problème. Qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est tout simplement quelque chose qui va impacter, créer un impact de transformation, voilà, et qui est quand même considéré comme positif. Voilà, c'est simplement ça. C'est cet objet final. C'est pas, bien évidemment, tout le monde sait que c'est mieux de ne pas boire. Voilà, bon, ça c'est sûr. Mais la question, c'est de savoir si, quand je te dis ne bois pas, au final, ça impacte ton agissement de telle manière à ce que tu ne bois pas. Ou si je te dis bois, est-ce que ça impacte? Ou est-ce que je te dis écoute, tu peux boire si tu veux? Est-ce que ça vient changer en impact? Et c'est ça qui devient une solution. Parce que si effectivement, si je te dis tu es libre de boire si tu veux, donc il n'y a pas d'interdiction, les bouteilles ne sont pas cachées, il n'y a pas de panique, voilà, bien évidemment, c'est ta vie, bon, et puis d'une certaine manière, etc. Est-ce que ça, à un moment donné, ça fait que, allez, petite réduction, quelque chose d'un frottement vient se faire ou pas? Et à ce moment-là, si c'est le cas, c'est ça qui sera dénommé comme solution. Donc en fait, on a une culture, non pas a priori de la solution, mais a posteriori de la solution. Et donc ça ouvre, bien évidemment, le champ d'expérience. Et d'ailleurs, les thérapeutes de Palo Alto donnent des exercices à faire. C'est-à-dire qu'entre les séances, plus spécifiquement, on donne un exercice, et souvent ce sont des exercices de perception de la réalité, ou de tentatives d'autres comportements, comme on ferait un exercice. On va agir de telle sorte, alors que d'habitude, on n'agit pas du tout comme ça. Et les théoriciens de Palo Alto, les cliniciens, de dire, vous allez agir de telle sorte, au sens de interagir, on ne vous attend pas du tout sur cette nouvelle forme d'interaction, d'habitude vous criez, là vous ne criez pas. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Et si ce qui se passe, et c'est pas, oui, mais j'ai raison de crier. Non, 2 secondes. Vous allez ne pas crier. Bon, oui, mais j'ai raison, il est un imbécile, il a absolument tort. Très bien. Donc, on sort de ça. On demande simplement de prendre ce jeu-là d'interaction autre et de voir qu'est-ce qu'au final surgit de cette interaction. Si ce qui surgit au final de cette nouvelle interaction est jugé par vous comme une amélioration de la communication et des comportements, on verra ce que... Voilà. Alors c'est très compliqué parce que bien évidemment, très souvent, les gens considèrent que c'est presque de la manipulation, que c'est presque quelque chose qui... voilà, ou... ah bah oui, bien évidemment, si je dis rien... tout roule, bon, par exemple, ce qu'on peut entendre chez les uns et chez les autres. Mais bien évidemment, ça, c'est la version caricaturale. La version plus profonde, c'est voilà, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans l'interaction qui empêche une solution d'avancer, même si on n'est pas dans des visions iréniques des uns et des autres. Il y a des choses aussi qui, de fait, tout ne peut pas bien communiquer. Mais déjà, c'est voilà. Alors, ça passe aussi par le fait d'identifier, bien évidemment, dit-il, une série d'émotions, toujours dans le texte de Grégory Lambrette, là où, alors, en gros, de la même façon qu'il y a X couleurs primaires, je ne sais plus si c'est 4 ou 5, donc c'est loin tout ça, non, je ne sais plus, bon, voilà, 5, non, je ne sais plus, bon, l'école c'est loin, ou 4, bah, de la même façon, ici vous avez 4 émotions primaires, bien évidemment, sachant qu'il n'y a jamais d'émotion pure non plus, c'est bien là tout le problème, mais il y a des couleurs, bon, il y a du tendancieux, voilà, bon, il y a palette, quoi.
Et ces 4 grandes émotions, essentiellement la peur, la colère, le plaisir, et puis ce qui renvoie à l'univers de la douleur ou de la tristesse. Et là aussi, sur ces émotions, et ces émotions, elles se subdivisent, et là aussi, c'est difficile de dire en amont, on connaît la subdivision, mais on ne sait pas nécessairement quelle émotion va se ranger dans cette subdivision, parce que ça varie entre, bien évidemment, les individus. C'est les émotions qui poussent à agir, hein, et puis les émotions qui poussent plutôt à ne pas agir. Et sachant que, prenons la colère, c'est très ambivalent. Ça peut pousser à agir et ça peut au contraire paralyser. Hein, donc c'est pas du tout la peur pareil. Bon. Donc c'est pas évident. Mais l'enjeu précisément, et c'est là où le colloque singulier, hein, la clinique avec la singularité qui nous fait face aussi, est quelque chose d'important. Et pas simplement le système, l'écosystème. Mais ce que dit, si vous voulez, l'école de Palo Alto, ce qu'ils appellent aussi la pragmatique de la communication interpersonnelle, c'est que cette pragmatique, elle s'intéresse à la manière dont s'articule une communication et où non seulement on intègre les je, J-E, mais les je au sens de déploiement d'une personnalité. Et ce qui intéresse, c'est de focaliser, encore une fois, non pas sur les structures monadiques, mais sur la structure opératoire des échanges, et non pas sur la genèse de ces échanges. Donc, structure opératoire de ces échanges, et donc approche cybernétique, et donc prise en compte, on l'a dit tout à l'heure, d'une causalité circulaire, récursive, dynamique, etc., etc. Sachant qu'en plus, donc ça veut dire que une des phrases souvent qui revient aussi dans les théories, c'est qu'on ne communique pas, on prend part à une communication. Et donc ce qu'on va chercher à étudier, c'est ça, quoi, c'est ce système d'interaction, comme ça, cette dynamique d'interaction qu'on essaye d'étudier. Et par ailleurs, comment on fait rentrer dans ce système pour trouver le levier du changement, comment précisément on n'occulte pas les émotions, mais comment on va s'en servir. Alors, autre point qui est important, c'est que tout est communication. Et que donc on ne travaille pas simplement, là aussi, sur la verbalisation. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est vrai. Alors on peut ne pas parler, mais on ne peut pas ne pas communiquer. Et là aussi, la thérapie de Palo Alto va chercher ces interactions au sens fort du terme. Le verbal, le non-verbal. Comment ça interagit. Donc là aussi, on n'est pas dans ce process analytique où c'est essentiellement la verbalisation, la symbolisation, l'interprétation qui prend la main sur la cure, c'est aussi autre chose. Et donc des exercices qui peuvent parfois être donnés simplement dans le langage non-verbal. Une manière de se tenir, une manière de se mettre prêt ou pas, et qui participent précisément d'une tentative nouvelle de solution, d'un thème thérapeutique, et pas précisément la tentative classique de solution qui a été identifiée auparavant. Donc toute communication a deux modes de communication, ce qu'ils appellent le digital
et l'analogique. Le langage digital, c'est ce que nous pratiquons là tout de suite et maintenant, hein, c'est-à-dire une syntaxe parfaitement non seulement logique mais complexe, apprise en commun, identifiée avec des règles, des codes, une grammaire, etc. Mais, dit-il, qui manque d'une sémantique appropriée à la relation. Et en revanche, le langage analogique possède la sémantique, mais pas la syntaxe. Et donc, un exemple de communication analogique, c'est bien évidemment une communication non verbale, un sourire, une mimique, un corps qui se met mal, un dos, enfin bref, vous connaissez par cœur, un silence, bien sûr. Et donc, c'est une communication plus archaïque, mais bien évidemment riche de sens et qui parfois est absolument déterminant. Et notamment, alors là, un des grands moments importants pour la construction du soin, c'est que cette communication analogique fonctionne. Ça, c'est le transfert. D'abord, souvent, il se passe là. Simplement dans une manière d'être en face du patient. Vous d'un coup, vous dites, je ne sais pas. Voilà. Et très souvent, les patients sont les premiers à le dire que quand l'analogique n'est pas en rapport avec le digital, il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Il y a un truc qui alerte. Il y a un truc qui alerte sur le transfert, sur le fait que la confiance ne se met pas en place. Généralement, la confiance se met en place quand il y a une espèce de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et bien évidemment, vous vous souvenez, quand on a travaillé sur Winnicott, le soin, le holding, etc. Bon, là, le grand moment bien sûr, de la communication verbale, mais aussi de la communication analogique comme soutien pour aller vers le monde, hein, comme le terme c'est la conception, l'élaboration imaginative de la mère, hein, disait Winnicott, l'élaboration imaginative de la mère, elle passe aussi par là. Manière de tenir, une manière de caresser un front, une manière même de rien faire, simplement de regarder. Et là, il y a une espèce d'apaisement. Et c'est très intéressant, on aura une séance à Sainte-Anne sur la contention. Pas simple ce sujet, donc ça, voilà. Et on avait fait venir ici, je crois que c'est Bénédicte Lombard, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Bon, et qui a mis en place qui est une infirmière, qui a réfléchi plutôt sur les questions avec les enfants, sur la contention avec les enfants, jusqu'où la force peut-elle être un soin, enfin des questions qui ne sont pas simples. Et qui parle même avait mis en place un concept de cécité transitionnelle empathique, je crois. Vous irez voir, il y a une séance dans le séminaire de l'école éthique de la Salpêtrière, et c'était très clair. Moi j'étais jury dans sa thèse, et justement quand elle dans sa thèse, ce moment de comment, quand tout d'un coup on doit faire un acte qui éventuellement est un acte pas simple, comment, par précisément un langage non verbal, en fait on fait relation et on fait lien de telle sorte au fait où quand même quelque chose de la confiance se met en place précisément parce qu'il y a une manière d'être non verbale qui vient rassurer, et notamment en l'occurrence l'enfant, par le regard, par le fait bien sûr qu'on parle, mais pas que, par le regard notamment. C'est-à-dire on tient quelqu'un par le regard, on le tient, on le soutient. Donc il y a une espèce bien évidemment de tension qui fait que voilà, le sujet est bien évidemment reconnu, même si à un moment donné on fait quelque chose que le sujet ne veut pas. Bon, et ça c'est très... Bon, bien évidemment, c'est des crêtes, des lignes de crête, mais ils sont très intéressants de montrer que là, on est dans une communication analogique essentielle pour le soin. Donc très bon, mais parfois c'est beaucoup plus intuitif. Et puis comment dire, et puis bien évidemment tout ce qui renvoie plutôt au digital, qui est de nature symbolique, bien sûr.
Donc voilà, donc ça, là aussi, Palo Alto, on travaille nécessairement sur les deux. Je reviens au texte sur l'interaction. Alors, le premier texte qui est fait notamment, qui part d'une étude de la famille par Jackson, qui était aussi un des membres influents, importants du MRI, du Mental Research Institute. Et puis, dans ce texte, il va reprendre la définition du sociologue Shibu Tani, S-H-I-B-U-T-A-N-I, le texte. Là, c'est le petit moment touk-touk. Le texte de Shibu Tani, c'est Society and Personality, texte de 61, qui vient là aussi définir la méthode, d'une certaine manière, la question de la perspective interactionnelle qui est au cœur de la théorie de Palo Alto. Je cite: « Les hommes agissent souvent en fonction de certains modèles qui tiennent moins à leur instinct qu'à la nécessité où ils se trouvent de s'adapter à leurs semblables. » Donc le propre de la perspective interactionnelle est de soutenir que la nature humaine et l'ordre social sont des produits de la communication. Donc la nature humaine et l'ordre social sont des produits de la communication. Et alors, on peut donc, et c'était, vous vous souvenez, avec Ronald Lang, où il pose la folie comme une réponse à un contexte, très clairement. Bon. On peut donc considérer les symptômes, les défenses, la structure du caractère, la personnalité, comme des termes qui décrivent les interactions typiques de l'individu en réponse à un contexte interpersonnel particulier. Alors bien évidemment, un des grands contextes interpersonnels particuliers, c'est bien sûr la famille. Et donc, il est clair qu'en étudiant les processus familiaux, on a, dit-il, des renseignements précieux sur l'étiologie des modes typiques d'interaction. Et on va bien évidemment en lister quelques-uns, puisque la théorie de Palo Alto, c'est non seulement la cybernétique, la causalité circulaire, la définition particulière du problème, la définition de l'ultra-solution et des tentatives de solution qui, bien évidemment, nous enferment, etc. Mais c'est aussi, bien évidemment, la théorisation du double bind et de l'injonction contradictoire ou paradoxale. Le double lien, la double entrave, c'est traduit comme ça, la double contrainte aussi. Et donc, comment le thérapeute est aussi celui qui traque les injonctions paradoxales dans lesquelles sont pris au piège les individus et qui sont directement liés, bien évidemment, à un certain type d'interaction. Et on va comment dire, y venir. Alors, dans ce texte, dans cette étude de la famille, là aussi, on revient plus spécifiquement sur le concept important de rétroaction
qui pose que l'information, donc on n'est plus dans un système d'énergie, mais que l'information concernant l'événement B vient heurter l'événement A, et bien évidemment rétroaction, qui à son tour affecte B, et que les événements se modifient les uns et les autres de façon circulaire. Et donc ce qui est important, c'est de réfléchir sur cet enchevêtrement d'une complexité assez, dit-il, exaspérante, mais qui précisément fait que en l'identifiant, on est capable ensuite de travailler avec cette interaction familiale. Et un petit peu plus loin, il pose également que le problème, c'est que les psychiatres, alors à cette époque, aujourd'hui les techniques bien évidemment sont bien plus partagées, mais les psychiatres, à l'époque, dit-il, et ça fait partie du problème, se soucient, dit-il, plus souvent d'épingler une étiquette sur le patient que d'étudier comment il en est arrivé à se faire épingler. Et que donc, là aussi, c'est toute une problématique que les termes psychiatriques englobent sous une seule appellation des comportements individuels différents qui répondent à des contextes interpersonnels extrêmement divers, et en fait tout ça se retrouve catégorisé au même endroit. Et ce qui, bien évidemment, pour le coup, pour un théoricien de Palo Alto, participe de la solution qui vient renforcer le problème, au lieu voilà. Parce que une des notions qui est posée par Palo Alto, c'est ce qu'on appelle le principe d'équifinalité. Le principe d'équifinalité, c'est tout simplement le fait de comprendre que, et c'est là où la causalité linéaire ne suffit pas, parce que le principe d'équifinalité vient mettre en défaut la causalité linéaire. Le principe d'équifinalité, c'est comment des cas, des contextes très très différents et des personnalités qui sont en apparence profondément différentes arrivent à un moment donné à produire un même acte et arrivent à un état final semblable. Équifinalité, alors que le départ fait que pas du tout, ça devrait être très différent. Et c'est là où la psychodynamique est tout à fait importante. Comment des personnes qui n'ont strictement rien à voir tombent toutes dans un burn-out? Tiens, voilà, un cas d'école, un cas d'étude. Bon. Équifinalité. Si on part dans la genèse de chacun, bon, voilà. Si tout d'un coup on s'interroge sur l'interaction à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, peut-être qu'on va trouver une solution qui est une solution qui ne viendra pas renforcer le problème, mais au contraire le mettre à mal. Donc, les théoriciens défendent en fait le fait qu'il ne faut pas simplement, c'est dit ainsi, il est essentiel de ne pas perdre de vue la précarité fondamentale d'un recours aux symptômes comme point de départ d'une recherche sur l'interaction familiale. Alors ici, je continue, quand on fait du symptôme un point de départ, le problème se complique du fait que la nosologie, ou le système psychiatrique de classification de la déviance, c'est-à-dire une des définitions possibles de la nosologie. Donc quand on fait du symptôme un point de départ, non seulement le problème se complique, mais le problème se fonde sur l'individu, donc se développe en circuit fermé, sans se référer précisément à l'observation du comportement. Et donc, centrer l'étude d'une famille, par exemple, sur le symptôme psychiatrique d'un de ses membres, c'est introduire une prévention abusive en faveur de l'individu
et ce qui rend généralement plus difficile l'analyse des processus interactionnels. Bon, en gros, là, l'étude, c'était essentiellement le schizophrène, et en l'occurrence, les familles de schizophrènes. Et de ne pas dissocier, si j'ose dire, le soin du schizophrène de la famille du schizophrène, pour la faire courte. Et de bien comprendre, en plus, que le tout est plus que la somme de ses parties, et qu'en fait, qu'est-ce qui intéresse dans la thérapie, c'est pas les parties, c'est le tout. Et c'est en travaillant sur le tout qu'éventuellement on va libérer les parties de leur sentiment d'être piégées par ce tout. Et la famille, définition de la famille, qu'est-ce que c'est ? La famille est un système régi par des règles. Ses membres se comportent entre eux d'une manière répétitive, organisée, et ce type de structuration des comportements peut être isolé comme un principe directeur de la vie familiale. Donc on a différents styles idiosyncrasiques et culturels de la vie familiale, et en les identifiant, bien évidemment, on fait grandement évoluer la thérapie et le bien-être éventuel de cette famille. Et c'est aussi pour ça, c'est parce qu'on étudie le tout qu'on va étudier possiblement tous les personnages, et encore une fois, c'est parfois, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, en identifiant, non pas en ne travaillant exclusivement que sur le patient ou celui qui vient déposer son symptôme, mais c'est simplement en travaillant sur un des tiers connexes de cette organisation, de cette entité, que éventuellement on peut faire varier quelque chose. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les cliniciens ne s'empêchent pas de demander à l'intérieur d'une thérapie la venue de tel ou tel membre de la famille ou de tel ou tel membre, alors que, bien évidemment, ce n'est pas lui au départ qui a demandé, etc. Mais qu'à un moment donné, ça rentre dans la possibilité. Donc, on n'est pas du tout dans cette structure classique analytique de analyste analysant, où tout se fait là. Et où il est impossible de partager un thérapeute ou des choses comme ça. Pas du tout. Là, au contraire, ça rentre dans la possibilité. Alors, rentrons maintenant plus spécifiquement sur les questions de double bind, et un des points importants identifiés par Palo Alto. Alors, d'abord, là aussi, une des grandes notions de Palo Alto, c'est de lutter contre, alors là c'est la même chose chez Candyem et d'autres, lutter contre le mythe de la normalité. Ça m'a permis de boire comme ça, donc c'est très bien. Lutter contre le mythe de la normalité, dans le texte justement, c'est un texte de Jackson, dans le texte sur l'interaction. La personne normale, point d'interrogation, cet animal n'existe pas. Il existe au contraire une grande diversité de modèles adaptatifs et de répertoires comportementaux. Et c'est là où, bien évidemment, le contexte social est important, parce que il y a une pluralité des modèles adaptatifs, mais après il y a ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire l'acceptabilité de certains modèles adaptatifs, alors que d'autres modèles adaptatifs, qui sont aussi des modèles adaptatifs, ne sont pas acceptés par la société comme modèles adaptatifs acceptables. Bon. Donc tout le monde a une diversité de modèles adaptatifs, de répertoires comportementaux, mais la façon dont une personne agit diffère selon la culture, la subculture, le groupe ethnique, le groupe familial, etc., etc. Et nous avons tendance, dit Jackson, à oublier que les valeurs se transforment.
Alors, il donne un exemple charmant. Il fut un temps où il était convenable pour les demoiselles de rougir. Bon, par exemple. C'était une réaction valorisée par la société. Bon, c'est un petit peu caricatural de dire qu'aujourd'hui, c'est pathologique, mais bon, mais, dit-il, de nos jours, on ne rougit plus. Est-ce que tout d'un coup, si on a une personne qui rougit trop tout le temps, est-ce qu'on va considérer que c'est normal ou c'est anormal? Bon, un peu, bon. Mais de fait, bon, il y a des... En tout cas, voilà. Premier point essentiel, la normalité n'est qu'un mythe et que bien évidemment, alors toute la cohorte des mauvaises idées derrière, c'est-à-dire la prétendue supériorité des uns sur les autres, etc., fait que nous manquons le fait que la technique de la résolution des problèmes, en fait, et ça c'est un autre des grands postulats à la fois des thérapies brèves et de Palo Alto, c'est que nous sommes partie prenante de la solution, et qu'en fait la solution est déjà en nous. Pourquoi ? Parce que précisément un être humain a une plasticité adaptative extraordinaire. Et que bien évidemment, selon un déterminisme émotionnel, etc., en fait il va réduire cette plasticité adaptative pour différentes raisons, à cause de, alors bien évidemment à cause aussi de la Genèse, et de tout ce qui s'est passé aussi dans le passé. Là, c'est pas dit comme ça, mais bien évidemment, c'est réactivé par un certain champ contextuel et un certain type, d'interaction. Alors, justement, sur les postulats essentiels qui sont posés par l'école de Palo Alto et qu'on trouve, je vous l'avais dit tout à l'heure, chez Stefan Hendrik, parce que ce sont les mêmes qui sont portés par le modèle de thérapie brève systémique intégrée, un article dans Thérapie familiale de 2007. Premier postulat fondamentaux de la thérapie, c'est le postulat de compétence. Bon, c'est quand même, en l'occurrence, partagé normalement par toute la psychanalyse. Je veux dire, ne serait-ce que la simple dénomination du patient en psychanalyse, c'est l'analysant. Donc on part du principe qu'il est compétent. Voilà, c'est celui qui analyse, l'analysant. Bon. Donc le postulat de compétence, c'est que, voilà, on considère que les capacités de changement, d'auto-guérison, de ressources, etc., en fait, sont là. Et que le rôle du thérapeute, c'est pas de les créer ex nihilo, c'est de les activer, c'est d'accompagner leur activation. Et surtout, c'est aussi ce qui est porté par toutes les thérapies comportementalistes et comportementales, et c'est le fait qu'on ne peut aider une personne à changer qu'en faisant appel à sa propre expérience. Et quand, en fait, on cherche à mettre en œuvre cette capacité d'auto-actualisation. Et là, ce que dit Stefan Hendrik, c'est que voilà, le patient est l'expert de sa vie, c'est l'expert du contenu, alors que le thérapeute est l'expert des processus de changement. Et que bien évidemment, il s'agit d'installer une dialectique entre les deux. Donc, postulat de compétence, postulat, bien évidemment, là aussi dans les thérapies brèves, comme dans l'école de Palo Alto, postulat du primat de l'interaction, du primat du relationnel. C'est-à-dire que c'est au sein des schémas interactionnels ou des schémas relationnels
que se situent les clés du maintien du problème ou au contraire les clés de la solution. Et donc il va falloir mettre en place une focalisation sur les interactions. Et alors, et avec cette idée que l'enjeu, c'est de modifier l'expérience relationnelle de la personne. Et avec cette idée que c'est plus simple. Que c'est plus simple de modifier des stratégies relationnelles que des convictions, que des stratégies identitaires, que des sentiments de « je suis ainsi ». Bon, je peux continuer d'être ainsi et avoir un certain type de relation qui est différent. Donc là, on est sur, on tente de mettre en place des expériences émotionnelles correctrices. L'enjeu, c'est d'amener le patient à s'exposer à une situation émotionnelle susceptible de bouleverser ses schémas cognitifs et interactionnels dans une direction positive. En gros, on essaye de créer l'opportunité de pratiquer de nouveaux comportements. Interaction de type 2, cheveux du baron, etc., etc. Donc, postulat du primat relationnel, postulat de compétence. Autre chose, alors là c'est en revanche spécifique, mais c'est quelque chose qui quand même est dans la lignée de Palo Alto et qui est décrit par toujours Stefan Hendrik, c'est le postulat de la durée. C'est important, parce que ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce que c'est le postulat de la durée? C'est que non seulement les thérapies systémiques ont émergé autour de l'idée d'un changement, on vient pour quelque chose, et souvent pour agir. On n'arrive plus à agir, bon, très bien, mais dans un temps, on veut une thérapie brève, dans un temps court. Alors là, bien évidemment, en tout cas pas indéfini. Et c'est vrai que de plus en plus les patients qui arrivent en analyse classique, ils disent, mais en gros, ils arrivent et ils demandent quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Et c'est la première, une des premières questions, c'est mais bon, c'est vraiment, on est parti pour toute la vie là? Non, calme, du tout. Bon, mais alors c'est très intéressant ce qu'il dit ici, le postulat de la durée. Comment la durée participe du soin? Parce que c'est ça qui est intéressant. Comment la notion de durée participe du soin? Comment le fait que précisément ce ne soit pas une durée indéterminée fait que déjà je vais mieux, quoi. Précisément parce que est identifié, alors à tort ou à raison, hein, avec ce postulat de la durée, est identifié un efficace de la méthode, une possibilité d'évaluer la méthode, avec donc des critères d'évaluation, et puis en plus le fait que à partir du moment où il y a une thérapie brève, qui est quasiment presque indépendante de moi, puisque la thérapie brève me précède. Bon, alors bien évidemment, on ajuste, hein, tout ça doit être en souplesse. Mais c'est aussi qu'il y a, dit-il, un a priori de compétence qui est donné, il sait ce qu'il fait, il a la méthode, il a la clé, quoi. Bon, ce qui est totalement surréaliste pour nous en analyse, mais voilà, c'est-à-dire le fait de limiter l'intervention dans le temps constitue en soi, dit-il, un méta-message sur la thérapie, lequel indique que le thérapeute ne doute pas un instant des compétences, non pas de lui, mais du système, de la méthodologie. La limite temporelle crée une tension mobilisatrice. Et donc, le fait d'intégrer le facteur temps dans la
planification du traitement, ce simple fait va induire un certain type d'attitude, de pratique, tant chez le thérapeute que, bien évidemment, chez le patient, et qui fait que, d'ailleurs, en thérapie brève, souvent, c'est vrai, les patients préparent davantage, comme s'il fallait optimiser la séance, pour faire en sorte que, oui, comme on limite le nombre de séances, il faut augmenter la probabilité d'émergence d'une expérience émotionnelle correctrice. Je cite encore Stéphane Hendry. Bon. Mais voilà, ça sont quand même des choses importantes. Le temps tourne, donc il faut que j'aille plus vite. Autre point important, et qui là revient à quelque chose qui est, c'est ce qu'on disait sur les questions de représentation et de cadre référentiel à changer. Là, c'est un texte. Attendez. Non, c'est toujours le même. Non, mais c'est peut-être le même. Alors, oui, toujours chez Hendrick. Oui, toujours chez Hendrick. Le fait de se référer à ce que Bateson a nommé les deux terreaux apprentissage, bon, les deux types d'apprentissage, deux terreaux au sens grec du terme, les deux terreaux apprentissage de Bateson. Alors comment, tout simplement, ça c'est vraiment une autre façon de raconter la même chose que ce qu'on dit depuis le début. Comment ça a surgi, dit-il, c'est tout simplement en s'intéressant, puisque Bateson au départ est quantité de choses, notamment un anthropologue et même une sorte d'éthologue. C'est en s'intéressant aux dauphins que Bateson a mis en évidence le processus, rappelle-t-il, de deutéro-apprentissage. Alors, tout part d'une séquence d'apprentissage comportemental classique, dit-il. Un instructeur va récompenser un dauphin pour faire une figure. Bon, et à chaque fois que le dauphin fait la figure acrobatique définie au préalable, il a, je sais pas quoi, il récompense le comportement. Très bien. Sauf que, au bout d'un certain temps, le dresseur arrête de récompenser le comportement. Le dauphin est un instant perturbé, il se met alors à inventer, il bouge quoi, une nouvelle figure non prévue par l'instructeur. Et à ce moment-là, bien évidemment, le dauphin va être récompensé à nouveau, par le fait donc d'avoir inventé un inédit. Mais ça ne suffit pas. Donc, de nouveau, il va arrêter de récompenser. Et oui, parce qu'il lui sert à chaque fois la même soupe, quoi, la même figure. Et c'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre le deutéro-apprentissage. Et le deutéro-apprentissage, c'est l'interaction de type 2 et la rupture de paradigme. Bon. Donc, nouvel épisode de confusion. Le dauphin se met alors à inventer des combinaisons complexes de figures, etc., etc. Bref. Le mammifère passe donc d'un stade où c'est la réponse en soi qui compte, c'est-à-dire ce qu'il faisait avant, accomplir une figure précise, ça c'était interaction type 1, à un stade où c'est le fait d'être créatif, c'est le fait d'inventer des réponses nouvelles et qui ne sont pas attendues. Et c'est ça qui importe. Donc voilà ce que chercherait en fait Palo Alto en dernière instance. Presque une capacité d'auto-solution, d'auto-guérison, de produire in fine des deutéro-apprentissages qui font qu'à chaque fois qu'un cadre et qu'un problème va surgir, en fait,
il aura chopé le truc de créer une nouvelle solution, et non pas de répéter, bien évidemment, ce qu'il a appris dans la dernière thérapie de Palo Alto, voilà, parce que là, on retombe toujours dans une solution existe à un moment, à partir du moment où cette solution est répétée, etc., elle perd de sa potentialité, et donc l'enjeu, c'est changer sa conception du monde aussi souvent que nécessaire. Et donc, la thérapie, là, c'est pas simplement, bien évidemment, suivre une solution, c'est à un moment donné être apte à construire une solution qui est bien évidemment nouvelle, inédite. Bon. Alors, j'avais dit que je terminerai sur quand même un petit peu plus de définition sur la double contrainte. Bon, le double bind, c'est tout simplement le terme identifié chez Palo Alto comme deux contraintes qui sont incompatibles entre elles. C'est pour ça qu'on parle de double contrainte, où l'obligation de l'une, de respecter l'une, entraîne mécaniquement la transgression de l'autre. En gros, c'est un caractère insoluble de la situation. Et bien évidemment, bon, il y a quantité d'expressions, soit spontanées, étant l'exemple souvent donné par Palo Alto pour montrer l'injonction soit naturelle, bon, l'injonction contradictoire, simple, pas trop méchante, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple de les identifier. Et puis, il y a il peut y avoir aussi des doubles contraintes qui, en fait, nous mettent dans un positionnement où on ne peut systématiquement que perdre. Ça aussi, c'est une forme de double contrainte. Donc, ça peut être aussi, je dirais, moins sophistiqué et voilà. Alors, ces doubles contraintes, on appelle ça aussi, par exemple, il y a plusieurs choses. Elles fonctionnent aussi avec ce qu'on appelle la disqualification transactionnelle. Alors, là, il y a plusieurs points. Vous verrez. Tout simplement, toujours sur l'interaction. Donc là aussi, c'est d'identifier ça. Les double binds dans lesquels on nous met, tout simplement, il est possible de disqualifier tout ce qui se produit dans la communication. Ça aussi, c'est une façon grandement de disqualifier et de produire de la double entrave. Alors, par exemple, on va prendre les cheveux du baron, qui tout simplement repose qu'au cœur des problèmes de santé mentale, bien évidemment, il y a les problèmes de la communication et nos perceptions interpersonnelles, et notamment, je cite, les formes communicationnelles pathogènes qui dévalorisent le moi. Alors, 3 grandes catégories de ces formes de disqualification transactionnelle ou de ces formes communicationnelles pathogènes qui dévalorisent le moi. Première catégorie, ce qu'on appelle, ce que Václavic et l'école de Palo Alto appellent la tangentialisation. Alors, bien évidemment, la tangentialisation disqualifiante. La tangentialisation, une tangente, ce que c'est en figure mathématique, donc là, c'est une métaphore pour dire le truc qui est à côté, quoi. De fait, tu n'es pas en phase, mais délibérément, inconsciemment ou consciemment, mais enfin bon. Alors, exemple de tangentialisation,
Alors, je cite, c'est ce qui est: un enfant montre fièrement à sa mère un verre qu'il vient de trouver. La mère le regarde et dit d'une voix froide et distante: lave-toi immédiatement les mains. Bon, voilà un exemple basique. D'autres diraient: oh, écoutez, quand même, ça va, c'est un peu d'éducation, quoi, un peu d'éducation hygiéniste, mais bon. Mais voilà, voyant les mains sales de l'enfant, elle laisse en quelque sorte en plan, donc c'est ça qu'il faut retenir surtout, elle laisse en plan la communication de celui-ci et déclenche de son côté une séquence communicationnelle nouvelle sans relation avec celle proposée par l'enfant. Par exemple, le thérapeute dit la chose suivante, qui aurait été plus efficace. Par exemple, la mère aurait pu dire: en effet, voilà un beau verre. Pour ensuite s'arrêter un instant et dire un message nouveau: mais maintenant, va te laver les mains. On n'est pas contre l'éducation quand même. Bon, tout ça pour dire que, alors, de la tangentialisation disqualifiante, on en fait quand même plus que nécessaire. C'est-à-dire de couper une séquence communicationnelle, alors qu'on pourrait, bien évidemment, voilà, créer des crans qui font que, bien sûr, on ne la coupe pas. Parce que couper cela, c'est bien évidemment quasiment nier le sujet qui est en face. C'est ça qui est dit. Donc, ça produit de la dévalorisation, bien évidemment, parce que l'un des partenaires se trouve dévalorisé par la réponse de l'autre. On n'a pas besoin de... Voilà, il y a des réponses qui n'en sont pas et qui, bien évidemment, sont des formes de dévalorisation personnelle. Ça suscite de la perplexité, puisque la personne A n'arrive pas à savoir si la personne B est d'accord avec le contenu de son message, etc., etc. Donc ça, c'est une des techniques. Une autre technique, par exemple, de forme pathogène communicationnelle, c'est la technique confusionnelle, que vous avez notamment, qui est décrite chez Erikson. Alors toujours, c'est terrible, parce qu'à chaque fois, ça aussi, c'est toujours l'exemple mère et enfant. J'aimerais bien d'autres exemples, quand même. Bon, mais c'est pas grave. Alors, dans l'un des exemples qu'il rapporte, un fils se plaint, le fils à sa mère: tu me traites comme un enfant. La mère répond: mais tu es mon enfant. Bon, ça c'est une technique confusionnelle, bien évidemment. Pourquoi technique confusionnelle? Parce que bien évidemment, ils ne répondent pas sur le même niveau. Lui parle du fait de l'infantilisation et elle renvoie au fait que bien évidemment c'est son enfant. Et que donc, Donc le mot enfant n'est pas du tout employé de la même façon. Donc ça, c'est une autre technique. Une autre des techniques qui est là plus compliquée, c'est la technique de la mystification. Et la mystification est ce qui met le destinataire dans une situation intenable. En gros, c'est quoi la mystification? C'est tout simplement le fait de dire: ce que tu vois, enfin, en tout cas de le sous-entendre, même si c'est pas dit comme ça, ce que tu vois est faux. Moi, je te dis ce qui est réel. Voilà. Alors ça, Leng en a fait des pages et des pages sur ses études dans la famille, puisque, de fait, toute personne mystifiée se trouve par définition dans un état confusionnel, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle ressente en plus cet état. Parce que souvent, comme souvent ça se joue aussi à l'intérieur des familles, avec la figure du père, la figure de la mère, donc la figure de l'autorité, extraordinairement impossible de poser la figure de l'autorité du côté de la mystification. Donc résultat, c'est la... Voilà. Donc on est pris dans une situation inextricable donc ça c'est comment dire la mystification. Et puis bien évidemment
la double entrave, qui est également posée comme mettant en place... Alors oui, juste, la mystification, c'est ce qui empêche aussi de mettre en place une réflexion méta-communicationnelle, c'est-à-dire qui nous permettrait au minimum de faire de l'analyse secondaire de ce qui est en train de se passer en disant mais ce qui est dit là est faux. Hein. Donc vous ne pouvez pas sortir, là aussi vous pouvez pas. Ça aussi c'est très, très intéressant, c'est que maintenir quelqu'un, alors non seulement soigner quelqu'un, c'est lui permettre bien évidemment de passer de l'interaction 1, type 1 à l'interaction type 2, c'est ce que produit Palo Alto. On soigne par le fait d'emmener quelqu'un vers une solution de type 2, mais alors on peut le mettre à l'envers. Rendre quelqu'un malade, c'est l'obliger à une interaction de type 1 permanente. Parce que bien évidemment, le jour où il se rend compte qu'il est dans du type 1, il devient fou. Donc la mystification, elle est là. Le métacommunicationnel, ça serait de basculer dans le type 2. T'es malade ou quoi? Voilà, ça serait déjà une rupture de paradigme. C'est impossible. Je dis ça par rapport quand les gens sont pris dans des systèmes, hein, de type de management délirant ou que sais-je, ou des sentiments de toxicité organisationnelle ou institutionnelle. On est dans ça. On est dans le fait d'empêcher le type 2. Et donc, bien évidemment, ça crée du pathogène. Bon, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire comme d'habitude, mais enfin, c'est pas grave. On continuera, puisque de toute façon, on continuera à travailler autour de Bateson et d'autres ouvrages. Il y a encore beaucoup de choses, donc on fera une autre séance. Je ne sais pas quand, je pense en juin, puisque comme il y a celles qui sont déjà placées là pour la fin, en mars, c'est Frédéric Worms qui prend la main, avec toute une série de séances. Avril, il y a une pause parce que je ne sais plus quoi, il y a les vacances, enfin, je ne sais pas quoi. Mais c'est Frédéric qui termine ses différentes réflexions sur ces cas. Hein. Et puis moi, je reprends la main donc en juin. Donc je fais janvier, février, juin. Hein. Donc comme on a placé, ou alors peut-être que je déplace et je fais la semaine prochaine la suite de Bateson. Ça, je ne sais pas. Oui, peut-être. Oui, bon alors je vais faire ça. Bon, alors je vais continuer et comme ça on reviendra sur une unité sacrée et puis aussi la réalité de la réalité. Enfin, on continuera et comme ça, et donc ça, bon, on va changer ça. Je sais plus sur quoi on devait. Ah oui, c'était Asperger. C'était ça. Oui, bon, tant pis. On va pousser Asperger et on va changer ça. Bon, truc. Tu vois, David, je suis pas la grande spécialiste des tenues des syllabus. Bon, donc c'est voilà, mais c'est à vous pour les questions pour ceux qui le désirent. Et il y a un micro comme d'hab qui circule. Attention, hein, que vous me connaissez, hein, ne me tentez pas, parce que s'il n'y a pas de questions, il y a libération des troupes. Hein. Et FISA. Est-ce que vous avez un exemple pour mystification? Un exemple pour la mystification? Parce que vous avez bien donné des exemples pour les deux premières. Ah, pardon. Et c'est vrai que mystification, moi, C'est dur pour vous? Un petit peu, voilà. Merci. C'est parce que vous êtes trop saine d'esprit. Alors, je regarde. Parce que l'exemple qui est donné, vous avez raison, hein, c'est terrible, hein, vous repérez tout. Parce que l'exemple qui est donné, je trouve compliqué. Et donc, je ne l'ai pas donné. Parce qu'en plus, il le reconnaît lui-même, Václavic, qui dit la mystification est ratée.
Alors, je trouvais que c'était pas opérant. J'en aurais, parce que si j'avais pris, mais j'y songerai éventuellement pour la fois prochaine. Parce que Leng en donne des terribles sur la mystification. Je cite quand même celui qui est donné ici. Mais comme ça, on pourra voir aussi Escher la semaine prochaine, parce qu'il renvoie, que moi, un de mes peintres préférés, et il renvoie à comment Escher a attrapé la question, le thème clé de Palo Alto, c'est-à-dire la réflexivité. Alors, toc, 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 je recherche, où est-ce que c'est mystification, 30, tac, tac. Alors, je cite ce qui est dit. La mère, donc c'était entre la mère et la fille, montre comment, dans un contexte semblable, la mystification, entre parenthèses, qui échoue, certes, de la part d'une mère, ne laisse à sa fille schizophrène que le choix entre folie et méchanceté. Alors je donne cet exemple. La mère, je ne t'en veux pas de me parler ainsi, je sais que tu ne le penses pas vraiment. La fille, mais c'est ce que je pense. La mère, non, je sais que tu ne veux pas dire cela, mais tu ne peux seulement pas faire autrement. La fille, mais bien sûr que je peux. La mère, non, je sais que tu ne peux pas faire autrement parce que tu es malade. Si je pensais un seul instant que tu ne sois pas malade, je serais fâchée contre toi. Voilà un exemple de mystification. Par exemple. Bon. Ça sera un exemple très intéressant quand même. Bon, voilà. Donc, et ça, vous l'avez souvent. Alors là, en revanche, quand même, donc, vous voyez, vous avez eu raison de me faire le dire, parce qu'en clinique, vous l'avez quand même très très souvent, ça. Le fait que tout d'un coup, un des membres, notamment de la famille ou du couple, prend la main sur la définition de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il pense, et qu'il n'a pas, bien évidemment, la possibilité d'accéder à ce qu'il est, à ce qu'il pense, à ce qu'il dit, etc., etc. Et ça, bien évidemment, on va dire que ça participe grandement aussi du problème. Et ce qui est d'ailleurs vrai, parce que l'enjeu là est un rapport de force et une relation de pouvoir, souvent qui se joue. Oui, bonjour, merci encore. J'avais une question sur l'actualité de Palo Alto. Vous avez donné des références, des travaux qui ont 50 ans à peu près. Oui. Qu'en est-il de la suite? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une école vivante? Ah oui, oui. Oui, non, alors là, c'était important, bien évidemment, de revenir à la genèse de Palo Alto, mais Palo Alto, c'est aujourd'hui, dans tout ce qui sont, toutes les TCC d'aujourd'hui sont quand même en ligne directe avec Palo Alto. Tous les psychothérapeutes familiaux ou conjugaux sont en ligne directe avec Palo Alto. Donc, et puis quantité d'analystes qui n'appartiennent pas soi-disant à cette école, bien évidemment, fonctionnent de manière, parce qu'on a tous une clinique qui est aussi une synthèse, et la place de Palo Alto dans la clinique des uns et des autres, elle est tout à fait conséquente. Après, est-ce que oui, il y a des centres, bien sûr, il y a des écoles opérationnelles à Paris, à Marseille, enfin partout. Donc ça, si vous avez besoin d'une petite cartographie là-dessus, sans parler de DU, sans parler de... c'est un outil totalement porteur, quoi. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a aussi une libération, ce qui est normal. Je veux dire, il y a une libération par rapport au sens où vous avez de plus en plus de thérapeutes. C'est un petit peu ce que dit le texte d'Hendrick
et de, comment dire, l'embrette, c'est-à-dire que chacun ne fait pas un sacrétisme, mais quand même un peu, c'est-à-dire qu'il y a attrape, voilà, la thérapie ericksonienne un peu pour certains, Palo Alto, ils arrivent quand même de cet héritage freudien, même s'ils le dépassent, les lacaniens c'est pareil, bon, donc c'est pas... vous avez des thérapeutes qui sont extrêmement inscrits dans une théorie, et puis vous en avez d'autres qui quand même, maillent et tissent un peu différemment. Donc ça, oui, il y a un héritage tout à fait actif aujourd'hui, sans parler du fait que l'analyse et la psychothérapie a investi des lieux qui classiquement n'étaient pas les siens, l'entreprise, etc. Et c'est pas les techniques analytiques classiques qui souvent sont sur ce territoire-là. Alors, bon, les coachs, les ceci, tout ça, ça renvoie à des choses que Palo Alto connaît bien. Bon, bah alors à la semaine prochaine. Hein, à la semaine prochaine.